Écoutez, bonjour à tous, hein. Donc, bon, je vais me présenter. Donc, Patrice Bridier, je suis directeur de l'agence Dynamips de Mayenne, 53. Voilà. Donc, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. D'abord, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022, hein. Il est encore temps. Le mois de janvier n'est pas terminé. Donc, nous sommes heureux de vous accueillir à cet événement en format distanciel. C'est vrai que nous aurions tant aimé vous recevoir en présentiel sur le site de Laval Virtual et partager avec vous un moment convivial autour d'un petit déjeuner, comme c'était prévu. Mais voilà, les conditions et règles sanitaires en ont décidé autrement, hein. Ça échange tous les jours et là, on a eu la petite surprise début de semaine dernière. Voilà, bon, bah écoutez, ce n'est que partie remise. On espère pouvoir refaire quelque chose en présentiel assez rapidement et voilà, vous voir physiquement. Voilà, bah écoutez, moi, ce que je vous souhaite, c'est un bon atelier sécurité, hein, et je passe le relais à Nicolas qui va vous faire la présentation de tout le côté sécurité Microsoft. Voilà, Nicolas, je te cède la parole. Eh bien, super, merci Patrice. Bonjour à tous. Je pense que j'ai vu tout le monde. Donc, je m'appelle Nicolas Kayser, je suis directeur innovation chez Dynamips. Donc, je vais vous proposer un petit atelier sécurité avec un produit qui s'appelle Microsoft Intune. Avant ça, on va rentrer. Alors, je ne déroule pas les slides, vous n'allez pas voir la suite, mais on va voir quelques nouveautés autour des produits Microsoft. Et ensuite, donc, je vais vous dérouler cet atelier. Si jamais il y a des personnes qui pensent s'être trompées d'atelier par rapport à l'atelier collaboratif, je remets le lien de l'atelier collaboratif dans la conversation. Hop, il est là. Je le mets tout de suite, comme ça, s'il y en a qui veulent fuir, ils peuvent. Voilà, cliquez ici pour participer à la réunion, c'est pour aller sur l'atelier collaboratif. Et puis ensuite, on terminera par le café gourmand virtuel, puisque on ne peut pas vous l'offrir. Vous pourrez poser évidemment vos questions. Cela dit, vu qu'on n'est pas trop nombreux, n'hésitez pas à interagir pendant que je présente. Si vous avez des questions, vu qu'on est peu nombreux, vous pouvez prendre la parole, mais sinon, vous pouvez appuyer sur en haut le petit bonhomme et lever la main. Et je vais essayer d'être attentif à ces signaux, et puis comme ça, je vous donnerai la parole. Ce sera peut-être plus fluide. Allez, on commence avec les nouveautés Microsoft. La première nouveauté qui nous paraissait importante à vous partager, ça concerne les licences open. Donc, c'est un contrat de licence de Microsoft qui a maintenant quelques années, pour ne pas dire de nombreuses années. Et donc, ils ont décidé de l'arrêter, hein, de faire évoluer leur modèle de contrat. Donc, c'est un contrat qui s'est arrêté il y a quelques jours maintenant. Donc, c'est un contrat qui permet d'acheter des licences pour vos serveurs en local, donc principalement des licences Windows Server ou des licences d'accès client, des licences des cales RDS pour les accès à distance. Ce programme, il est remplacé, il évolue à travers le programme CSP. Donc, le programme CSP, c'est le programme que Microsoft utilise, donc CSP comme Cloud Service Provider, utilise pour vendre les produits Azure et puis maintenant également tout ce qui est Office 365, Microsoft 365. Et donc, les licences qui étaient jusqu'à présent disponibles à travers le programme Open sont maintenant accessibles à travers le portail CSP, et ça s'appelle les CSP Perpetual License. Donc au niveau de l'usage, il n'y a pas d'évolution. Donc on reprend le même principe, hein, ce sont des licences qu'on dit à vie. À vie, enfin c'est la durée de vie du produit, hein, puisque quand vous arrêtez d'utiliser le produit, vous jetez la licence. Mais en tout cas, ce n'est pas un système d'abonnement, c'est vraiment un système perpétuel. Mais le modèle pour le contracter, on passe à travers le portail CSP. Donc, je ne vais pas plus loin là-dessus, sauf si vous avez des questions. Pour vous, ça ne fait pas une grosse différence. Simplement pour ceux qui ont besoin de récupérer les licences, on ne passe plus par les mêmes portails. Hein, ça ne va plus être le portail VLSC comme vous aviez l'habitude d'utiliser, mais on va passer par le portail CSP. La deuxième nouveauté dont vous avez certainement entendu parler, c'est Windows 11, donc la nouvelle version du système d'exploitation de Microsoft.
Donc, il est sorti le 4 octobre, je crois, de mémoire. Donc, ça fait déjà quelques semaines maintenant. Nous, on l'a pas mal testé, donc on est vraiment satisfait du produit. Les petits points d'évolution sur le produit, donc c'est principalement, on va dire, un relookage. Il y a peu de modifications profondes. Il n'y a pas le changement de cœur comme il y avait eu de Windows 7 à Windows 10. Donc là, on est vraiment plus sur une refonte ergonomique. Le menu que vous avez l'habitude d'utiliser pour lancer les applications, etc., bah, passe en barre centrale à la Apple. Et puis, il y a également toute la partie paramètres qui va complètement évoluer. Donc, les anciens, enfin, les menus paramètres que vous avez l'habitude d'utiliser dans Windows 10 sont remplacés par une version que personnellement je trouve beaucoup plus ergonomique. Donc, c'est très agréable à utiliser. Il y a quelques petites améliorations également sur le fenêtrage et le multi-fenêtrage, surtout quand on veut partager plusieurs écrans sur plusieurs fenêtres ouvertes, plusieurs applications sur votre écran. Là où vous avez les trois petits menus pour agrandir, réduire et fermer, eh bien vous avez maintenant la possibilité de choisir à cet endroit-là de partager votre écran en plusieurs blocs et de choisir le nombre de blocs et puis comment vous souhaitez répartir vos fenêtres. Ça se fait de manière extrêmement rapide et intuitive. Il y a deux nouvelles applications qui font leur apparition. Donc, il y a une version Teams grand public. Donc, on sait que Microsoft appuie fortement sur cette nouvelle plateforme. Alors, attention, c'est pas le Teams qui est fourni avec Office 365, Microsoft 365. Donc, c'est pas le même produit, mais voilà, ça s'adresse plus aux particuliers. Et puis, il y a également le nouveau navigateur Microsoft Edge, donc la toute dernière version qui est basée sur le même moteur que le navigateur Chrome de chez Google. Donc ce produit d'ailleurs, il est accessible déjà sur Windows 10. Alors sur Windows 10, il faut l'installer. Sur Windows 11, il est en natif. Donc je vous invite à l'installer et à l'utiliser si ce n'est pas déjà fait parce qu'il est tout à fait fonctionnel. Excusez-moi. Et donc, c'est la fin définitive de Microsoft Internet Explorer qui disparaît complètement. Donc, voilà pour les principales nouveautés. Au niveau licensing, donc, Microsoft propose une mise à jour gratuite pour tous les détenteurs d'une licence Windows 7 ou Windows 10. Donc, si vous avez une version familiale, vous restez sur une version familiale. Si vous avez une version professionnelle, vous avez accès à la version professionnelle. Donc de Windows 10 vers Windows 11, vous pouvez lancer la mise à jour, il n'y a pas de coût induit. Il y a quelques prérequis techniques donc, pour vérifier si votre matériel est compatible. Donc si vous êtes autonome, vous avez un outil qui s'appelle Health Check qui permet de vérifier la compatibilité du matériel. Je vous invite à l'utiliser et si le produit que vous avez n'est pas diagnostiqué compatible avec Windows 11, je ne pense pas, enfin, on vous déconseille de faire la migration. Microsoft a annoncé qu'il n'y aurait pas de mise à jour de sécurité qui serait déployée sur les versions non supportées. Cela dit, vu ce qu'ils imposent comme prérequis, la plupart des matériels qu'ont 2 ans, 3 ans, ils sont supportés sans problème. Sinon, mieux vaut attendre le changement de matériel pour passer à Windows 11, sachant que, je vous le redis, il n'y a pas de révolution dans ce système. Au niveau prérequis, il y a donc la partie processeur, sur laquelle il y a un certain niveau d'exigence, et puis également la partie sécurité, avec Microsoft impose d'avoir une puce TPM 2.0, donc une petite puce sur votre carte mère qui stocke des clés de chiffrement et qui permet d'augmenter la sécurité. Il y a certains matériels qui ont des puces qui sont encore en version antérieure à la 2, mais qui sont évolutives. Donc ça, faut vérifier auprès de votre constructeur. Et puis, si vous avez des matériels livrés par Dynamips, vous pouvez nous demander. On est capable de sortir avec nos outils de gestion de parc. On est capable d'analyser et de vous dire si les matériels qui sont compatibles ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers vous si vous souhaitez évoluer et que vous avez des besoins d'accompagnement là-dessus.
On passe à un gros morceau, Windows Viva. Donc, c'est une nouvelle gamme de produits que Microsoft a annoncé là, il y a l'Ignite, donc on va dire fin d'année dernière pour nous, enfin entre l'été et la conférence d'octobre. Donc, c'est plutôt une plateforme sur laquelle il y a plusieurs applications. C'est une plateforme qui s'intègre à l'environnement Microsoft 365. Il y a 4 applications qui vont être déployées à travers ce produit. Donc la première application, elle s'appelle c'est le module Connections, connexion en français. Enfin, je dis en français, il n'y a pas de version française, c'est Connections. Là, c'est une application qui va être plutôt destinée à faire défiler des flux d'informations au sein de l'entreprise. Donc, on va dire que c'est un mix entre SharePoint et Yammer. Donc, Yammer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le Facebook interne, enfin, le Facebook de Microsoft pour des besoins internes à une société. Donc, ça permet de poster des messages, de liker, de mettre des commentaires. On a un mur également avec les informations qui défilent. Donc, ça, c'est Yammer. Et puis, SharePoint, c'est donc un outil de gestion documentaire qui permet de faire des intranets et de mettre de la documentation à disposition. Donc le module Connections de Viva qui va s'intégrer à l'outil Teams que vous connaissez puisque vous l'utilisez aujourd'hui au moins pour vous connecter à cette conférence, permettra d'utiliser ces outils-là. On n'a pas encore énormément de détails dessus puisque les versions preview ne sont pas encore sorties, donc pour l'instant on n'a que les informations qui nous ont communiquées. Le deuxième module, c'est le module Insight. Donc là, ça concerne le bien-être des collaborateurs. Donc c'est quelque chose qui est très développé aux États-Unis, beaucoup moins en France. Il y a, par le passé, certains avaient peut-être déjà reçu des notifications dans les messageries sur votre activité dans la semaine, combien de temps vous passez en réunion, est-ce que quand vous êtes en réunion, vous répondez à des mails. Donc voilà, c'est des outils pour essayer de vous aider à bien gérer votre emploi du temps et à optimiser vos journées. Et puis, il y a également une partie pour le manager, donc là qui est totalement anonymisée, hein. Il ne s'agit pas de fliquer ses utilisateurs, mais ça permet d'avoir une vision globale pour peut-être prendre des mesures sur le bien-être des collaborateurs parce que ils peuvent partager dans l'outil qu'ils se sentent pas très en forme ou qu'ils rencontrent des difficultés sur tel ou tel domaine, et donc il y a des informations qui vont être partagées autour de ça. Donc ça, c'est le module Insight. Et il y a le module Learning. Donc le module Learning, ça concerne donc tout ce qui est formation. Donc on va pouvoir partager à la fois des documentations internes spécifiques à votre métier. Vous avez une formation numérique en interne pour utiliser telle ou telle application, votre ERP, votre logiciel de compta, que sais-je. Donc là, vous allez pouvoir le partager à vos collaborateurs à travers ce portail. Et puis également, ça va être couplé avec donc les outils proposés par Microsoft, donc LinkedIn Learning, qui est une plateforme autour du réseau collaboratif LinkedIn, qui appartient à Microsoft, et puis également Microsoft Learn. Donc Microsoft Learn, c'est une plateforme sur laquelle il y a pas mal de formations sur tout type de sujets autour des environnements Microsoft. Donc il y a beaucoup de choses qui sont accessibles gratuitement. Et donc l'utilisateur va pouvoir accéder à un parcours de formation. Vous allez pouvoir programmer un parcours de formation. Par exemple, les comptables, ils doivent suivre tel et tel et tel module, ces 3 formations par exemple, quand ils arrivent dans l'entreprise pour être aguerris sur leur poste. Le logisticien, il va avoir tel autre cursus de formation. Voilà, c'est le principe, c'est vraiment de personnaliser le suivi et l'entrée dans l'entreprise. Et puis le dernier module qui est présenté, donc le 4e et dernier, c'est Topics. Topics, c'est un module d'explication de contenu. Donc le principe, c'est que vous allez avoir un certain nombre de vocabulaire dans votre entreprise qui est propre à votre activité.
Et quand vous embauchez des collaborateurs, tout le monde n'a pas forcément connaissance de tous ces acronymes et de ce qu'ils signifient. Et bien, quand vous allez activer ce module-là, quand vous allez être en train de lire un mail, une page SharePoint ou d'autres documents comme ça, vous allez passer avec votre souris sur le mot et vous allez avoir une petite explication à côté de ce que ça veut dire. Je vous disais tout à l'heure, CSP, par exemple, vous allez passer dessus. Si vous êtes dans l'environnement informatique, ça va vous dire que CSP, c'est Cloud Service Provider. C'est un peu le même principe que vous avez sur Wikipédia. Quand vous passez avec votre souris sur un mot qui est surligné, ça vous met une petite définition du mot juste à côté. Et puis, évidemment, vous pouvez cliquer dessus pour avoir un peu plus de détails et rentrer, quoi. Donc, voilà, tout ça, c'est la plateforme Viva. Donc, tout ça, c'est regroupé autour de cet environnement. C'est ce que les Américains appellent Employee Experience. Donc, l'idée, c'est vraiment de faciliter le recrutement, l'intégration, la formation, le bien-être du collaborateur et puis également sa sortie s'il quitte l'entreprise. Donc, c'est vraiment poursuivre le parcours du collaborateur pendant toute sa vie. Donc, ça s'intègre à la plateforme Microsoft 365. Donc, Microsoft 365, c'est l'environnement qu'on connaissait historiquement sous le nom Office 365. Donc, il y a certains plans qui s'appellent encore Office 365, certains plans qui s'appellent maintenant Microsoft 365. Donc, on mélange un peu les deux. Microsoft 365, pour rappel, c'est trois grandes briques. La partie, on va dire, production back-office, donc avec les maintenant vraiment très connus Word, Excel, PowerPoint, hein, le trinôme de choc. Et puis également l'outil Outlook pour gérer vos mails et vos calendriers, notamment, et vos tâches. La partie OneNote, certains ne le connaissent pas, c'est un outil de prise de notes qui est assez ergonomique et vraiment agréable à utiliser, nous on l'utilise énormément. Visio, c'est un outil qui sert principalement à faire des schémas. C'est un outil de diagramme, donc il nous sert beaucoup pour les schémas réseau et autre chose, mais il y a évidemment d'autres métiers qui en font d'autres usages. Donc ça, c'est la brique Pack Office que normalement tout le monde connaît. Il y a une version online, en ligne, avec quelques fonctions limitées. Et puis il y a une fonction que vous déployez sur les machines avec des fonctions enrichies. Une version, pardon, que vous déployez sur vos machines avec une fonction enrichie, avec des fonctions enrichies. La deuxième grosse brique, c'est ce qu'on appelle les outils collaboratifs. Donc là, vous allez retrouver Exchange. Donc c'est la partie, l'autre côté d'Outlook, c'est la partie serveur, moteur, on va dire, derrière tout ce qui est messagerie et calendrier, etc. Il y a la partie OneDrive qui vous permet donc de stocker des données pour chaque collaborateur, spécifique à chaque collaborateur. Il y a l'environnement Teams, donc j'y reviens pas, on l'utilise aujourd'hui. Le fameux X qu'on vient de voir avec Microsoft Viva. La partie SharePoint, donc gestion documentaire, et c'est un peu, alors je vais dire, c'est le même principe que OneDrive. C'est plutôt que OneDrive est basé sur le mécanisme de SharePoint. Hein. Donc SharePoint, ça permet évidemment de gérer des documents, de partager des documents au sein de la société, et également de faire un système d'intranet avec un portail assez confortable. La partie Yammer, j'en ai parlé rapidement, donc c'est un peu on va dire le Facebook de l'entreprise. Forms, c'est un outil qui permet de créer des formulaires pour poser des questions à des collaborateurs avec des systèmes assez poussés pour dire si on a répondu oui à la deuxième question, on bascule sur une question subsidiaire. Si on a répondu non, on passe à la fin du formulaire, par exemple, etc. Et puis Stream, c'est une partie vidéo. On pourrait un peu faire le parallèle avec YouTube. C'est un peu de la vidéo interne à l'entreprise, donc on peut créer des vidéos, les enregistrer, etc. Et puis la dernière partie, c'est la brique sécurité. Donc là, on va retrouver les couches de sécurité avec toute la suite Microsoft Defender. Donc c'est les antivirus pour la messagerie, pour les posts, etc. On a la partie également chiffrement, tout ce qui permet de sécuriser les postes avec une couche de sécurité qui s'appelle BitLocker chez Microsoft pour durcir les disques durs. On va également pouvoir verrouiller les documents avec MIP, Microsoft Information Protection.
et dire bah, ce document-là, il ne peut pas être consulté par quelqu'un qui ne fait pas partie de mon entreprise. Donc, comment ça fonctionne? Bah, par exemple, si vous appliquez ce type de sécurité sur un document Excel, XLSX à la fin, c'est donc des fichiers qui vont être chiffrés. Et pour déchiffrer le document, au moment où quelqu'un essaie de l'utiliser, il a forcément besoin d'une connexion Internet. Il a besoin de s'authentifier sur un environnement Office 365. Et si bah, il ne fait pas partie de la société, le document ne sera pas ouvert, ne sera pas déchiffré, et donc il ne pourra pas le consulter. Donc ça permet de garantir la sûreté des données. Et puis enfin, la partie Intune, bah, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et je vous propose de basculer sur cet atelier Intune dès maintenant. Je reprends un peu ma respiration, je vérifie qu'il n'y a pas de main levée. Diana, n'hésitez pas à intervenir via le chat. Et oui, n'hésitez pas à intervenir et à poser vos questions. Allez, on est parti sur Intune. Donc, un petit peu de contexte avant de rentrer dans la démonstration. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle d'Intune aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est un sujet qu'on souhaite mettre en avant chez nous? Alors, il y a pas mal de phénomènes qui évoluent dans l'informatique. L'informatique, c'est toujours très dynamique. Le plus gros et le plus prenant aujourd'hui, évidemment, c'est l'augmentation des cybermenaces, des cyberattaques, des ransomware. Malheureusement, les pirates s'en donnent à cœur joie. Donc aujourd'hui, on constate une évolution très forte. Enfin, ça fait quelques mois, hein, ça s'est très fortement accéléré avec le début de la crise Covid, où il y a une accélération on parle de 200-300% d'augmentation du nombre d'attaques qui sont de plus en plus ciblées. Donc il faut savoir que les attaques informatiques, au départ, c'est plutôt on va dire des surdoués de l'informatique ou des passionnés ou des gens qui veulent, par militantisme, bah, qui peuvent être anti-système ou des choses comme ça. Donc ça, c'était les années 90, début 2000. Et puis, depuis quelques années, on observe une professionnalisation du piratage. Donc, il y a deux grandes familles, on va dire, qu'on retrouve aujourd'hui. Alors, il y a toujours cette petite minorité d'hyperspécialistes qui s'amusent avec ça, mais c'est vraiment une minorité. Les deux grandes familles qu'on retrouve, ça va être la cyberguerre, donc tout ce qui est piratage d'État, donc là qui va viser plutôt les industries de certains pays quand il y a des conflits. Enfin, je prends l'exemple, je sais pas, États-Unis, Chine, des choses comme ça. Donc là, ils se mènent une guerre souterraine. Et puis les mafias, les mêmes groupes qui font du trafic de drogue, du trafic d'armes, etc. Eh bien, ils s'intéressent à la cybermenace. Pourquoi? Ben parce que c'est très lucratif. Il y a un risque juridique très faible. On peut faire ça à distance, donc ça permet d'être dans une zone relativement sécurisée, ou en tout cas pas en lien juridique avec avec le pays qu'on attaque. Et donc on va pouvoir embaucher des jeunes informaticiens, les mettre dans des bureaux comme vous et moi on a l'habitude de travailler, sauf que leur boulot de la journée, c'est d'aller pirater des PME, des TPE dans tous les pays du monde. Donc ils ont le temps pour eux, ils arrivent à cibler très finement les menaces. Ils utilisent toutes les dernières technologies, tous les derniers outils, le développement agile, ils utilisent l'intelligence artificielle pour vraiment identifier la cible, savoir où taper, à quel moment, etc. Donc contre ça, on est obligé d'augmenter drastiquement les mesures de sécurité. Autrefois, un antivirus suffisait. Aujourd'hui, on a besoin de rajouter énormément de couches de sécurité. Et donc, tout ça, ça concerne tout ce qui est augmentation des cybermenaces. Une deuxième contrainte un petit peu plus juridique, ça concerne le RGPD, donc le référentiel général pour la protection de la donnée. Donc on va dire une loi européenne qui vise à protéger l'utilisateur, le client final, et ça impose aux entreprises en fait de faire quoi? De cartographier, de savoir où sont stockées les données qui concernent
des individus et pouvoir, le cas échéant, les supprimer. Donc, ça nécessite de bien connaître son système d'information et donc les outils, comme on va voir aujourd'hui, permettent en partie de répondre à certaines problématiques posées par le RGPD. On a la prolifération du nombre de devices et du nombre d'applications. Je vais les mettre ensemble. Donc, on est parti de pas d'ordinateur du tout à un ordinateur dans la société, puis deux, puis trois, puis un par collaborateur. Maintenant, on commence à avoir de plus en plus des périphériques. Donc, quasiment tout le monde aujourd'hui a un smartphone plus un ordinateur. On veut accéder à nos données depuis les deux appareils, voire peut-être une tablette en plus, parce que dans certains contextes, dans le train, à la maison, c'est plus pratique. Donc, il y a de plus en plus de périphériques. Donc, avec une boîte de 50 collaborateurs, on se retrouve des fois avec 150, 200 périphériques à gérer. Donc, ça devient difficile de le faire à travers un simple tableau Excel. Et puis, pour tout ce qui est mise à jour et mise en conformité, ça pose des vraies difficultés. Donc, c'est là qu'on a besoin de s'outiller. Et puis, la partie hyperconnectivité, télétravail, voilà, les gens accèdent de plus en plus depuis l'extérieur de l'entreprise. Donc, les outils qui nous permettaient de gérer le parc historiquement à travers des stratégies type GPO, ça devient de plus en plus compliqué, puisque si on veut qu'elle s'applique, il faut imposer aux collaborateurs de monter un VPN pour accéder au réseau de l'entreprise. Et ça, bon, ça se fait encore assez facilement sur les environnements Microsoft, sur Windows. Sur Apple et sur Linux, c'est un peu plus difficile. Et puis, dès qu'on passe sur iOS, Android, on va dire qu'on oublie pour le commun des utilisateurs. C'est trop lourd et trop complexe. Donc, pour répondre à tous ces besoins, Microsoft développe depuis quelques années maintenant un produit qui s'appelle Intune. Donc Intune qui permet principalement de faire trois choses. Cartographier les périphériques de l'entreprise, donc que ce soit des matériels sous Windows, des matériels sous iOS, sous Android. On va pouvoir référencier l'ensemble des matériels. On va pouvoir pousser des stratégies de sécurité sur ces matériels et imposer des règles, évidemment, en fonction. Dire que si un matériel n'est pas conforme, n'a pas d'antivirus, par exemple, il ne peut pas accéder aux données de l'entreprise. On essaie de protéger, de sécuriser. C'est un peu la stratégie zéro trust, ne faire confiance à personne. Et puis, toute la partie télédéploiement de logiciels, mise à jour de logiciels. Donc, l'idée, c'est d'avoir des parcs le plus à jour possible, puisqu'on sait que à chaque fois qu'on prend du retard sur les mises à jour de logiciels, on laisse ouvert des brèches de sécurité. Et c'est là où, malheureusement, les pirates en profitent pour s'engouffrer, rentrer par une petite fissure et puis après se propager à l'intérieur de l'entreprise avec les dommages que l'on connaît. Donc, pour utiliser, déployer cette plateforme Intune, Microsoft a déployé une console sur Azure qui s'appelle Microsoft Endpoint Manager Admin Center. Donc, c'est une même plateforme qui va permettre de gérer tout ce que je viens de vous dire, à la fois l'intégration des périphériques, à la fois le déploiement d'applications et puis évidemment les stratégies. Et donc, ce que je vous propose, c'est de passer à une petite démo autour de ça. Je vois des questions, toujours pas de questions, alors je continue. C'est un long monologue que je fais. C'est quand même plus sympa quand on est en présentiel pour l'interactivité, mais voilà, on fait comme on peut. Alors, je vais vous partager un autre écran. Hop. Est-ce que tout le monde voit une magnifique carte du monde? J'attends au moins un pouce ou un petit message dans le chat. Super, merci Monsieur Bourré. Donc, qu'est-ce que c'est que cette superbe carte? Eh bien, c'est les data centers ou les régions dans lesquelles Microsoft a déployé des data centers. Donc, c'est ce qu'on appelle communément Azure. Donc, c'est le réseau de data centers de Microsoft. Donc, Azure, il sert principalement à deux choses. Donc, il sert à Microsoft, évidemment, à déployer
ces briques Office 365, Microsoft 365, mais également maintenant, enfin maintenant, ça fait 5-6 ans, de proposer aux utilisateurs, aux clients, d'accéder au cloud public, donc de partager en fait ces grosses baies et toutes ces ressources disponibles, toute l'intelligence qu'ils ont mis en place pour faire d'Office 365 le succès qu'on connaît, bah, ils le mettent à disposition ils le proposent à leurs clients. Et donc, bah, au départ, ils ont évidemment déployé sur la zone Amérique et puis assez rapidement Asie. Et puis, ils sont venus en Europe, évidemment, très très vite, avec les data centers en Europe. Donc, c'est North Europe, donc l'Europe du Nord, c'est Dublin. Et puis, son binôme, puisque les data centers Microsoft travaillent toujours par binôme, c'est Amsterdam, West Europe. Ils travaillent toujours par binôme, puisque Microsoft propose des systèmes de sécurisation où si un data center est totalement détruit et qu'on a activé les options de sécurisation inter-data center, et bien on va pouvoir travailler sur le second. Donc depuis maintenant 3 ans, ils ont ouvert les data centers en France. Donc France centrale, c'est en région parisienne, il y a 3 data centers en région parisienne. Et puis France Sud, France South, c'est à Aix-en-Provence, à côté de Marseille. Donc, il y a, on va dire, les data centers de backup. Donc 95% de nos clients, on les déploie sur les data centers France. On a parfois quelques outils, quelques nouveautés qui ne sont disponibles que, par exemple, en Europe. Donc il y a encore certaines choses qu'on déploie en Europe. Et donc sur ces data centers, on va retrouver un nombre de services impressionnant. Donc je vous reparle pas encore une fois je vous reparle encore une fois de Office 365, Microsoft 365, je ne rentre pas dans le détail. Et là, je vais vous juste montrer qu'il y a beaucoup d'autres choses. Donc ça, c'est une plateforme, donc le portail Microsoft Azure. Donc c'est la plateforme pour là un utilisateur. Hein, c'est une plateforme de démo Dynamics. On va retrouver un ensemble de services et de fonctions qu'on va pouvoir commander et activer sur ce portail. Donc je passe très rapidement. Hein, c'est vraiment pas l'idée de tout vous détailler, mais voilà, par grande famille, hein, il y a ce qu'ils appellent le compute, donc tout ce qui est de calcul, machine, calcul scientifique, etc. La partie réseau, donc avec les connexions, les interzones, la sécurisation des réseaux. La partie stockage, avec plein de possibilités de stocker de la donnée sur des disques plus ou moins sécurisés, plus ou moins rapides, plus ou moins élastiques, et des fonctionnalités différentes. Toute la partie web, où on va pouvoir évidemment publier des serveurs Internet, mais également partager du contenu vidéo, multimédia à travers différentes plateformes. La partie gestion mobile, la partie container, donc là on rentre un peu plus dans le technique, je ne vais pas rentrer dedans. Tout ce qui est base de données avec du Microsoft SQL Server, mais également des solutions type MariaDB, PostgreSQL, etc. Donc, et aussi du Cosmos DB, donc des bases de données NoSQL. Une grosse partie sur l'analytics qui va permettre de gérer des logs, des machines, des périphériques que vous avez dans vos usines, par exemple, et de centraliser un certain nombre d'informations et de les traiter. La partie blockchain, donc ça c'est nouveau, ça c'est ce qui est utilisé notamment pour les crypto-monnaies. Une partie donc sur l'intelligence artificielle et le machine learning, enfin une grosse partie. Hein. Vous allez pouvoir activer des options et par exemple développer une application en interne chez vous avec vous avez un besoin, je sais pas, vous avez un entrepôt et dans cet entrepôt vous stockez du matériel. Vous demandez à une société de vous développer une petite application qui permet aux logisticiens de prendre une photo du matériel et vous avez besoin d'identifier ce que c'est que ce matériel. Le développeur, pour utiliser cette fonction, il peut venir se coupler aux fonctions Azure et dire Azure, je t'envoie cette photo-là, utilise ce moteur d'intelligence artificielle et dis-moi dans quelle catégorie ça rentre. Est-ce que c'est dans la catégorie quincaillerie ou dans la catégorie accessoires informatiques? Et il va vous retourner la réponse. Il y a une grosse partie également sur l'IoT, donc tous les périphériques
intelligents que vous allez avoir, ça va être demain peut-être des portes. Il y a dans les magasins, maintenant, on trouve des placards intelligents, on a des frigos intelligents. Ouais. Je ne vais pas rentrer là-dessus. Les Smart TV, évidemment, très connus. Une partie Mixed Reality, donc avec notamment les casques développés par Microsoft là, autour d'Oculus Rift. Oculus Rift, je pense que j'écorche le nom, donc qui permet la réalité augmentée. Donc j'ai mes lunettes et comme dans les films de science-fiction, hein, je rajoute des informations sur ce que je vois. Une partie intégration donc, qui concerne plutôt les équipes de développement, toute la gestion de l'identité, une grosse couche sur la partie sécurité, DevOps, donc ça concerne les développeurs, la migration vers le data center, la surveillance des données, le management et la gouvernance. Là, on a toute la partie Intune, donc on va rentrer dessus tout de suite. De l'hybride, donc si on a des machines dans notre data center et dans Azure, comment est-ce qu'on fait? Et puis dans autres, on retrouve encore plein de fonctionnalités et d'outils différents qui ne sont pas encore rentrés dans des catégories au-dessus. Donc si on vient zoomer sur la partie Intune, donc ça c'est pour dire que voilà, Azure c'est une énorme plateforme sur laquelle Microsoft déploie des centaines de solutions disponibles. Et nous, notre travail, bah, c'est de surveiller ça, de faire de la veille autour de ça. On est un partenaire très fort chez Microsoft. On a des échanges hebdomadaires avec eux. Et donc, ils nous présentent les nouveautés, on les analyse et on essaie de sélectionner ce qui nous paraît adapté à vos besoins et on vous les propose ensuite. Donc, si on vient zoomer sur la partie Intune, donc on va ouvrir la fameuse console Admin Center dont je vous ai rapidement parlé tout à l'heure. Et on arrive tout de suite sur la partie accueil de cette plateforme, sur laquelle on va retrouver un certain nombre d'environnements. Alors là, c'est une plateforme que j'ai montée, c'est une plateforme de test hein, que j'ai montrée il y a quelques mois. Donc on a lancé ces matinales là, Microsoft. Vous avez, pour certains d'entre vous, vous étiez inscrits aux premières et puis on a dû décaler avec les contraintes Covid. Donc c'est une plateforme qui a un petit peu vécu. Là, j'avoue que j'ai pas remis les doigts dedans la semaine dernière, donc peut-être les données sont un peu vieilles. Il y a peut-être un peu des choses pas forcément très à jour. Mais bon, voilà, pour vous dire. Donc, quand on arrive sur la plateforme accueil, donc je vais vous dérouler les différents menus qu'on va trouver sur la gauche, hein, qui concernent le pilotage de cette plateforme. Donc, quand on arrive sur la plateforme d'accueil, on a une petite vue rapide sur l'état, on va dire, de la plateforme. Des actualités, donc poussées par Microsoft, hein, c'est eux qui décident ce qu'ils souhaitent mettre là-dedans. Avec, bah, là, par exemple, ils font la promotion de leur nouvelle solution Windows 365, hein, qui est ni plus ni moins que du PC virtualisé qu'on peut consommer à la location, comme on le fait avec Office 365. On reviendra vers vous d'ailleurs sur ces produits-là dans quelques mois. Et puis également des scénarios guidés pour dire, ben voilà, vous voulez, je lis hein, comme vous, déployer Windows 10 ou une version ultérieure dans la configuration cloud. Donc vous allez avoir un scénario, vous allez suivre et puis ça va vous permettre de mettre les doigts dans le produit Intune de manière en étant accompagné par les scénarios de Microsoft. Donc nous, on utilise assez peu cette plateforme accueil. On va en général directement sur la plateforme tableau de bord qui est personnalisable. Ouh là, oui, c'est pas du tout à jour ça. Bah, du coup, c'est tout moche. Bon, on a d'habitude des beaux camemberts. J'espère qu'on va aller au bout de la démo. Et donc, on va voir, là, du coup, chez nos clients, on va voir bah, ce qui se passe sur le parc, combien il y a de matériel adapté. Je vais quand même tenter une actualisation parce que ça, c'est vraiment pas cool. Bon, c'est comme ça. Donc, on a normalement des beaux camemberts. J'aurais bien fait d'aller vérifier hier soir. Et on voit ce qui se passe sur le parc avec les différentes données qui concernent le parc. Je vais tout de suite passer à la suite puisque là il n'y a rien à voir du coup. J'espère qu'on voit bien les appareils. Alors ça c'est la blague. Un problème est survenu. Oh là 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 là.
Alors, soit j'ai perdu mes licences. Alors, je suis désolé, je vais vous cacher l'écran. C'est pas que je veux vous cacher, mais c'est parce que je suis sur deux écrans et que l'autre, il est loin. Ça me pique les yeux. Ah non, alors excusez-moi, je sais exactement ce que j'ai fait comme bêtise. Je ne suis pas sur le bon portail, tout simplement. Donc, je me connecte tout de suite sur le bon portail. Je pense que ça va aller beaucoup mieux. Je vous prie de m'excuser pour ce petit contretemps. Hop, je reprends mes credentials. Qui sont par là. Voilà. J'ai eu un petit coup de stress là, parce que je me suis dit que ça allait être compliqué de vous montrer ce qui se passe. Mais si je ne vais pas sur la bonne plateforme, évidemment, ça ne peut pas marcher. J'étais rodé hein, sur des matinales à passer de l'une à l'autre. Et puis là, voilà, j'ai pris la confiance. Hein. Je me suis dit, oh, ça s'est bien passé la dernière fois, pas la peine de réviser, de répéter hier soir. Alors que ça fait plus d'un mois qu'on a fait la dernière. Et voilà, je me suis fait avoir. Alors, est-ce que j'ai bien accès à mon Intune? Je me connecte au portail. Et voilà, magnifique. Donc voilà, donc là un portail qui n'avait pas Intune, et là on bascule sur un portail qui a Intune. Ouf. Reprendre le fil de la présentation. Donc je reviens sur mon menu d'accueil qui n'est pas tellement différent. Il y a peut-être un peu plus de matériel. Alors l'écran est un peu loin, je me penche. Hein. Donc là c'est bon. Et on était passé sur le menu tableau de bord. Donc je vous disais, voilà, nous c'est plutôt ce menu-là qu'on va utiliser. Le menu tableau de bord, on va voir très rapidement le nombre de matériels qui sont inscrits. Donc là je vous dis c'est une plateforme de démonstration. Donc j'ai inscrit 7 matériels dessus, un vrai PC Windows, un vrai smartphone Android, et puis 4 ou 5 PC virtuels donc, que j'ai dû éteindre depuis ou supprimer. C'était voilà, pour avoir un peu de volume. Donc il y a quelques mois, j'ai fait un peu d'activité dedans, etc. Mais c'est toujours le problème des portails de démo, hein, c'est d'avoir des données à présenter. Mais enfin, ça suffit pour la démonstration pour que vous compreniez le principe. Donc on a une vision tout de suite pour voir si tous les appareils qu'on a sont bien inscrits. Donc là c'est en vert. Si les appareils sont conformes ou non conformes, donc là j'ai une alerte, hein, j'ai des matériels qui sont non conformes. Donc ça peut être, je vous dis j'ai 2 vrais matériels et ils sont conformes, ça tombe bien. Et puis j'ai 5 matériels non conformes, par exemple parce que je les ai éteints depuis longtemps, hein, c'est des VM que j'avais créés et puis que j'ai dû supprimer. Et puis évidemment quand j'ai ensuite poussé des stratégies pour les démonstrations, etc., il n'arrive pas à pousser les stratégies dessus et donc il me prévient qu'il y a un souci. Et puis la partie configuration de l'appareil, justement avec les stratégies. Et donc là, on voit que je n'ai pas de soucis constatés. Donc là, on voit une vision très rapide du parc. Et donc c'est le menu sur lequel nos techniciens ont l'habitude de se connecter pour vérifier que tout va bien. Et puis ensuite, on va rentrer dans les menus sur la gauche qui vont permettre de paramétrer les différentes choses. Donc, quand on vient sur le menu appareil, on va avoir une vue d'ensemble avec tous les appareils qu'on utilise assez peu. En général, nous, on descend directement par plateforme. Pourquoi? Parce que par plateforme, vous avez évidemment des règles et des stratégies différentes. Je prends un exemple tout bête. Hein, si je veux activer le chiffrement BitLocker, le système ne m'empêche pas de pousser une stratégie qui voudrait activer BitLocker sur un smartphone Android, par exemple, qui n'a pas de BitLocker. Donc, ça risque pas de marcher. Donc, si je ne suis pas dans la plateforme concernée, que je pousse une stratégie globale, ce que j'ai fait moi pour les démos, pour avoir aussi des exemples concrets, je vais avoir évidemment du non conforme
Par exemple, ce que je viens de vous dire, chiffrer les données d'un smartphone avec BitLocker, ça ne va pas être possible. Il y a d'autres outils pour chiffrer, mais ce ne sera pas suffisant. Donc, quand on zoome sur une partie comme Windows Appareil, donc on va retrouver la liste des matériels. Donc, je suppose que le vrai PC, c'est celui qui est en vert. Et donc, quand on zoome sur un matériel, on va avoir un certain nombre d'informations. Donc, les informations considérées comme basiques, donc le nom de l'appareil, le nom du PC, le nom de la gestion, donc ça ressemble un petit peu au nom de l'utilisateur, mais ce n'est pas forcément toujours le nom de l'utilisateur. Le numéro de série de l'appareil, l'utilisateur principal, donc là, ça va être la dernière personne qui s'est connectée sur le matériel, sachant que c'est dynamique, ce n'est pas vous qui décidez, le système d'exploitation et puis le modèle. Et puis, on va pouvoir zoomer un peu plus en allant sur l'option matériel qui est ici, là. Et on va pouvoir avoir un peu plus d'informations comme la capacité de stockage, on va dire le disque dur, la mémoire vive qui est disponible, les versions de plateformes, de processeurs, etc. Donc voilà, un certain nombre d'informations, les adresses IP identifiées, les adresses MAC. Voilà. Donc on retrouve un certain nombre d'informations. Évidemment, en fonction des matériels, c'est de l'Android, si c'est du Windows, on ne va pas retrouver exactement la même chose. On va pouvoir retrouver des informations qui sont utiles pour la gestion du parc. Quand je parle de gestion du parc, je parle bien d'une gestion de mise en conformité du parc. On n'est pas sur un outil d'inventaire comme, je ne sais pas si certains connaissent GLPI par exemple. On n'a pas de gestion, moi, que j'appelle administrative du parc. Donc, je ne vais pas pouvoir renseigner par exemple la date d'achat d'un matériel, la durée de sa garantie, et pour savoir quand est-ce que je dois le renouveler. Là, on est vraiment sur une brique de sécurité, même si on a donc un certain nombre d'informations qui vont permettre déjà d'avoir un premier inventaire de mon parc. Et donc, à partir de ce menu, je vais pouvoir appliquer des stratégies, des profils de configuration, des stratégies de conformité. Donc, si je zoome sur les stratégies là, de conformité, la dernière que j'ai faite, c'était pour le 49. Donc, je vais repousser une autre, je regarde ce que j'avais mis. Qu'est-ce que j'avais mis? C'est déjà un peu vieux. Windows 10. Ok. Ok. Bon, on va essayer de repousser une. Voilà. Donc, quand je vais pousser une stratégie, je vais choisir évidemment ma plateforme. Donc là, Windows 10 est l'intérieur. Et puis, je vais avoir un nom que je vais renseigner. Donc ici, on va dire un démo 53. La Mayenne. Éventuellement, je peux mettre un commentaire un peu plus détaillé. Et puis là, je vais rentrer dans vraiment le côté technique, le paramétrage de qu'est-ce que je veux pousser comme type de conformité. Donc, on a vraiment un nombre d'informations importantes, et on va pouvoir zoomer là-dessus. Donc, c'est là où on va pouvoir se rapprocher. Vous allez pouvoir vous rapprocher des experts chez Dynamips pour vous aiguiller sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et ce qu'on vous conseille ou des conseils, ce qu'on a déjà testé, puisqu'évidemment, on a pas mal de clients déployés. Donc, il y a des choses, on a vu que ça marchait plus ou moins, ou que l'explication qui était donnée là-dedans, elle n'était pas forcément celle qu'on comprenait au premier abord, d'autant que la partie traduction n'est pas toujours extraordinaire. Donc là, par exemple, on peut mettre exiger BitLocker. Donc là, je peux mettre une stratégie en place qui dit j'exige que mes matériels soient chiffrés avec BitLocker. Et donc ensuite, je pourrais pousser des stratégies en disant si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc là, par exemple, si ce n'est pas le cas, je veux mettre l'appareil hors service. Donc je vais l'empêcher d'accéder aux données, par exemple, immédiatement. Et puis je vais aussi envoyer un mail à l'utilisateur pour le prévenir. Il faudra qu'il le reçoive sur son smartphone. Il me dit de choisir l'utilisateur, donc on va envoyer ça à tout le monde. On va avoir un Oswin peut-être.
Ah non, pardon, excusez-moi, c'est les notifications. Je vais rester sur un modèle déjà existant. C'est plus simple. Donc là, j'ai mis une stratégie en place et il va me demander à qui je veux l'accepter, à qui je veux l'affecter. Donc c'est là où il faut faire un petit peu attention. On peut l'ajouter évidemment à des groupes d'utilisateurs ou à des matériels. Donc si je l'ajoute à tout le monde, bah, évidemment, ça n'a pas trop de sens ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'ajouter une règle matérielle à tous les utilisateurs. Donc évidemment, si on est sur des utilisateurs qui utilisent d'autres matériels, ce ne sera pas possible. C'est pas grave, j'aurai des erreurs. Et puis une fois que ma stratégie est poussée, je vais pouvoir la créer. Et du coup, elle va commencer à se déployer sur l'ensemble de mon parc. Donc, on n'a pas de vision du délai à laquelle ça va se déployer, hein. On est vraiment sur une plateforme qui est pensée pour gérer les très très gros environnements, hein. Je vous rappelle que Microsoft, c'est une boîte américaine ses premiers clients, c'est des boîtes américaines worldwide, donc qui ont des milliers, des dizaines de milliers d'ordinateurs à travers le monde. Et donc les produits, donc ce qui est la demande, le produit Intune a été pensé vraiment suite à la demande de leurs utilisateurs, de leurs principaux utilisateurs, donc des grosses boîtes qui ont énormément de machines à gérer. Et donc ils poussent une stratégie et donc elle va se déployer au fil du temps sur les différents environnements. Nous c'est sûr que dans l'environnement TPE où on a ou PME où on a une cinquantaine de parcs, on aimerait bien avoir une vision un peu plus fine et de dire ben voilà, ça va me prendre 1 heure ou ça va être où je veux planifier que cette stratégie elle est déployée à partir de midi, entre midi et 14 heures par exemple. Donc ça, on ne va pas pouvoir rentrer dans ce niveau de finesse. Nous, ce qu'on constate, c'est que les stratégies, en général, ça met entre 15 minutes et 1 heure à se déployer sur un parc, on va dire, normal, à partir du moment où, évidemment, les machines sont connectées. Et celles qui ne sont pas connectées, au moment où elles vont se connecter, elles vont venir, évidemment, demander la stratégie. Donc c'est ce qu'on constate en moyenne, hein, le temps de propagation est assez raisonnable, je trouve, hein. C'est une question de point de vue. Mais voilà, je vais pas pouvoir pousser une stratégie et dire, bah voilà, je vais dans 12 secondes, mon poste, s'il est pas bitlocké, s'il n'est pas chiffré, euh, il n'a plus accès au système. Mais ce sera peut-être dans 1 heure, on va dire. Donc voilà pour la partie stratégie. Après, on peut aussi affecter des profils de configuration, hein. Donc c'est le même principe. Je ne vous remets pas la démo, hein. Donc on a pareil un déroulé comme ça où Microsoft nous propose un certain nombre d'options et puis on va pouvoir choisir ce qui nous intéresse. Donc on a la même chose. Donc ça c'était sur la partie Windows. On va avoir la même chose sur la partie iOS, macOS, Android, hein. C'est les 4 grandes plateformes qui sont supportées par Intune. Donc, je vais passer la partie Apple. Je vais rentrer sur la partie Android pour vous montrer un petit peu des petites différences. Donc là, si je rentre sur une stratégie de conformité pour Android, je vais choisir si je suis l'administrateur complet de l'Android, donc c'est-à-dire du Samsung, enfin la plupart des constructeurs. La partie AOSP, donc c'est la version, on va dire, libre d'Android. Donc, alors j'ai perdu le nom des distributions libres, mais voilà, ça va pas trop nous concerner. Et puis Android Enterprise, donc c'est une couche qui permet d'administrer les portails, donc ça va pouvoir je vois qu'il y a des questions, je réponds tout de suite. Ça va pouvoir se déployer avec d'autres options. Donc là, je vais choisir le premier. Alors, je prends 2 secondes pour lire les questions. Monsieur Bourré, donc le déploiement de la stratégie est-il transparent pour l'utilisateur de l'appareil? Alors, c'est transparent, ça va dépendre de la stratégie que vous mettez en place. Si vous demandez une activation du chiffrement, par exemple, donc il y a une clé de sécurité qui va se déployer sur le poste et puis ça va commencer à chiffrer les données. Donc là, l'utilisateur peut constater un ralentissement de sa machine le temps qu'il utilise. Si votre question c'est de savoir est-ce que l'utilisateur va être notifié qu'il y a une nouvelle stratégie qui est en train de se déployer, là c'est non. Ça se met de manière transparente.
on va dire, en backplane, caché derrière. Donc, l'utilisateur ne verra pas que les stratégies. C'est vraiment le même principe que les GPO. D'ailleurs, c'est clairement destiné à remplacer le système de GPO, hein. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, pour déployer des stratégies sur un parc, vous êtes, enfin aujourd'hui, hier, vous étiez obligé donc d'avoir un domaine Microsoft, et que les PC aient un accès, on va dire, LAN à ce domaine, donc soit en local, soit à travers un VPN. Et donc, ça utilise une technologie qui s'appelle Kerberos, hein, que Microsoft a repris, et ça permet de déployer des stratégies sur les parcs Windows à travers Kerberos en étant connecté sur le même réseau. L'inconvénient de Kerberos, c'est que, enfin, en tout cas dans l'implémentation qui est faite de Microsoft, c'est qu'il n'est pas nativement pensé pour transiter à travers Internet. Donc, il n'y a pas de possibilité pour l'environnement Active Directory de Microsoft ne permet pas de déployer des stratégies sur des PC à travers Internet, sans monter des VPN, hein. Je parle de manière native. Donc, pour pallier à cette problématique, ils sont partis sur un autre modèle, donc à base de SACL V2 et du HTTPS, hein, pour faire simple. Donc les périphériques qui sont enrôlés dans Intune vont discuter à travers un lien Internet, pour le coup, avec la plateforme qui est sur Azure. Et donc là, du coup, les stratégies vont pouvoir se déployer de manière complètement transparente. Microsoft, ce qu'ils nous ont communiqué comme information, c'est que le principe des GPO, donc qu'ils avaient repris de Novell, hein, avec la sortie de Windows 2000 Server, l'objectif de Microsoft, c'était de pousser quelques stratégies pour simplifier la gestion du parc. Et ils n'avaient pas forcément anticipé ou prévu que ça allait prendre des proportions aussi importantes que ça a pris avec le temps. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déployé les premières versions avec Windows 2000 Server, les stratégies, les GPO qu'on déployait. On n'avait vraiment pas du tout de visibilité. On poussait une stratégie, et puis c'était impossible de savoir ce qui était déployé sur les postes, etc. Il fallait aller voir de manière empirique sur chaque poste si telle ou fonction qu'on avait déployée était bien activée ou pas. Et puis avec le temps, ils ont amélioré cet outil, et il est devenu avec les différentes versions de Windows Server, il est devenu de plus en plus ergonomique, et on a aujourd'hui plein d'outils qui permettent de vérifier quelle stratégie appliquer sur quel poste, et qu'est-ce qui se passe. Ce que Microsoft n'avait pas anticipé, c'est l'usage qui en serait fait, l'usage exponentiel qui en serait fait par les grosses entités, les gros services informatiques. Et ils sont retrouvés, donc leurs clients, leurs gros clients dont je vous parlais tout à l'heure, les clients worldwide, sont venus les voir en disant, moi j'ai 800, 900, 2000 stratégies qui sont déployées sur mon parc, enfin j'ai 2000 stratégies différentes qui sont déployées sur telle machine, etc. J'ai des conflits dans tous les sens, comment je fais pour m'en sortir, quoi. Et donc, et puis c'est pas une société qui est venue les voir comme ça, hein, c'est une majorité des grosses sociétés. Ils ont en fait des stratégies qui ont été déployées par des informaticiens à un instant T pour un besoin spécifique. Et puis les informaticiens sont partis, ils ont perdu l'historique de ce qui était déployé. Plus personne n'ose toucher à la stratégie parce que on mesure mal les effets de bord. Et du coup, ils se retrouvent avec on va dire des plats de spaghettis de stratégie, imbriquées les unes dans les autres, interdépendantes, avec parfois des conflits insolubles. Et donc Microsoft a fait table rase avec Intune en disant, OK, on repart d'un système beaucoup plus simple, beaucoup plus basique, qui fait un petit peu moins de choses. On n'a pas 100% des fonctionnalités de GPO dans Intune, mais par contre, on va beaucoup plus utiliser des modèles et guider les utilisateurs sur ce qu'ils peuvent faire afin de limiter ces cas de figure, quoi. Donc vraiment, l'idée à terme, pour eux, c'est de remplacer complètement Active Directory, et donc d'utiliser Intune, de pousser les stratégies à travers Intune, des stratégies beaucoup plus simples, beaucoup plus ciblées, de gérer évidemment d'autres parcs que les parcs Windows, hein, Android, iOS et macOS,
et puis de le faire de manière, voilà, de manière plus fluide et de ne plus rencontrer ce type de difficultés. Et puis à travers Internet, donc pour des matériels qui n'ont plus besoin de rentrer dans l'enceinte de l'entreprise, qui n'ont plus besoin de faire partie du domaine au sens Kerberos du terme. Je m'étends un peu, je sais pas, je me suis un peu étendu sur votre question, Monsieur Bourret. Déjà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je vais voir si vous me répondez. Donc là, je crée une stratégie pour Android. Donc je vais l'appeler Démo 53 Android. Je suis inspiré. Allez. Je vais mettre j'allais dire la plus belle ville de Mayenne. Je vais mettre Mayenne. J'espère que je vais froisser personne, hein, parce qu'on est une agence à Mayenne. J'aime beaucoup Laval. Hein. Et puis il y a sûrement plein d'autres villes magnifiques en Mayenne. Ça y est, je me suis enfoncé. Et puis là, je vais avoir des options. Donc, vous voyez que les options vont pas être les mêmes que celles que j'avais pour Windows. Vous voyez, par exemple, là, j'ai les appareils routés. Par exemple, je peux dire, bah, je veux bloquer si l'appareil il est routé. C'est-à-dire que l'utilisateur a pris des droits supérieurs pour installer des applications tierces. Et ben, je veux bloquer l'appareil, il n'aura pas le droit d'accéder à mon système, par exemple. J'ai poussé cette stratégie-là. Voilà. Donc, je ne vais pas aller au bout. Hein. C'est juste pour vous montrer que les stratégies elles vont être spécifiques à chaque plateforme, à chaque type de matériel. Donc voilà pour la partie appareil et stratégie. On a la partie inscription. Donc pour inscrire les appareils, on a plusieurs façons de faire. Donc inscrire, enrôler, on utilise le terme enrôler les appareils dans Intune. On va avoir plusieurs solutions. Donc je vais parler principalement des Windows, et puis c'est un petit peu différent sur les smartphones. Donc sur la partie Windows, on va dire qu'on a en gros 3 manières de faire. On a une solution qui s'appelle Autopilot. Autopilot, donc c'est vraiment une couche basse. Vraiment, je vous présente l'ambition d'Autopilot. C'est de dire, voilà, demain, je suis dans une société multimédia. C'est le nom d'une société, ça, on va dire. Et puis, j'embauche un nouveau collaborateur. Et puis, moi, je sais pas, je travaille sur toute la France. J'embauche des travailleurs sur toute la France. Et donc, je dis à mon collaborateur nouvellement embauché, bah, écoute, tu as besoin d'un matériel informatique, bah, tu vas chez Carrefour, tu achètes un ordinateur. Et puis, quand tu le ramènes chez toi, tu vas le démarrer. Tu vas me donner un code, on va dire l'équivalent un peu du numéro de série. Hein. Ce matériel, ce code, moi, je vais le rentrer dans ma plateforme Intune. Et puis, à partir de ce moment-là, ça va te déployer des applications sur ton matériel. Une autre stratégie, ça va être de dire, bah, je vais passer commande à Dynamips d'un matériel pour ce nouveau collaborateur. Donc, je vais dire à Dynamips, bah, merci, j'aurai besoin d'un HP ProBook 450. Très bien, très beau matériel. Et par contre, moi, j'ai une plateforme Intune. Donc, je veux que ce matériel-là, il soit enrôlé dans Intune, il soit livré directement chez le collaborateur et qu'il soit enrôlé dans Intune. Et à ce moment-là, nous, ce qu'on va pouvoir faire demain, hein, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore complètement rodé chez les constructeurs, mais c'est de demander en amont à HP de nous fournir ce fameux code, ce fameux, ils appellent ça un hash. Hein. Je vais rester sur le mot numéro de série, même si ce n'est pas tout à fait le numéro de série. Nous fournir ce numéro de série. On va le rentrer dans votre portail Intune pour vous. Et puis, quand le collaborateur va recevoir l'ordinateur, il va le démarrer. L'ordinateur va lui demander de rentrer un code Wi-Fi ou s'il a une connexion Internet encore. Bon, sur les dernières versions, il y en a de moins en moins, mais il va lui demander de rentrer le code Wi-Fi de sa box. Il va lui demander de renseigner son nom d'utilisateur et son mot de passe. Donc, Jean-Marc chez Multimédia, on a dit qu'elle s'appelait la société, multimédia.com, son mot de passe, et c'est tout. Et à partir de ce moment-là, le matériel, ce qu'il va faire, c'est qu'à travers, il va contacter donc les serveurs de Microsoft. Windows, nativement, fait une première tentative de connexion, vérifie si cet identifiant, il est connu chez Microsoft comme faisant partie d'une entité qui utilise Intune. Si c'est le cas, il va lire les stratégies Intune et il va déployer directement sur l'appareil, donc les stratégies.
Donc, ça va être à la fois les stratégies de sécurité qu'on vient de voir, le chiffrement, etc., mais aussi ce qu'on va voir juste après, les applications nécessaires au bon fonctionnement de l'ordinateur. Donc, mon collaborateur, qui s'appelle Jean-Marc, hein, j'ai repris votre prénom, Monsieur Bourret, vous me pardonnerez, j'espère. Mon collaborateur qui s'appelle Jean-Marc, il va utiliser son matériel pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, tout se passe bien. Et puis, il invite des amis un jour, et puis on est assez cool chez Multimédia, et donc on a laissé les droits, donc l'utilisateur il peut installer les applications qu'il veut. Et puis, il invite des gens, et puis je dis un jeune ou un moins jeune, a envie d'installer un jeu, il installe un jeu sur ordinateur, et puis ça fout un peu la grouille, et puis ça met un peu le système par terre. Donc Jean-Marc, il appelle l'informatique et il dit, bah, là je suis embêté, mon PC il est sans dessus dessous, bon, désolé, mais comment je fais pour le remettre en route? Et ben si on est dans le scénario donc Autopilot plus Intune, qu'on a bien géré la partie stockage de données avec OneDrive, avec SharePoint, et donc il n'y a rien de sensible sur le poste, on va demander au collaborateur de faire simplement un reset usine. Donc on va dire à Jean-Marc, bah, va dans tel menu et fais reset usine, ou alors à distance on va pouvoir le faire si on a encore la main sur l'ordinateur. Et à ce moment-là, le système va tout effacer, va repartir d'une version vierge de Windows, va se reconnecter, rediscuter avec Autopilot, qui va l'inscrire dans Intune, et ensuite redescendre les stratégies, les applications. Évidemment, si l'utilisateur il utilise OneDrive, il a toutes ses données dans OneDrive, il va récupérer tout son environnement complet. Donc voilà la stratégie, l'ambition de l'enrôlement là-dessus. Donc tout ça, ça se base sur Azure Active Directory, donc pas sur Active Directory Kerberos, mais Azure Active Directory, la nouvelle version. Et donc c'est ce qu'on appelle l'enrôlement Azure Join. Donc c'est ce que vous pouvez déjà faire avec vos Windows 10, même sans utiliser Intune. On peut déjà enrôler les matériels. Si je vous montre sur mon PC, est-ce que je peux vous montrer mon menu paramètres sur l'autre écran? Paramètres, oui. Hop, voilà. Donc là, si on va sur compte, si je ne m'abuse, ici, on a l'accès professionnel ou scolaire. Et oui, évidemment, mon PC, il n'est pas enrôlé dans Intune. Donc là, sur mon PC, il n'y a que connecté au domaine. Donc là, c'est du Kerberos, hein, Active Directory Kerberos. Et là, si je le fais en Azure Join, je vais avoir une deuxième entité ici, un deuxième menu avec la connexion Azure Active Directory. Je vais voir si j'ai un petit screenshot Azure Join Active Directory. Est-ce que j'ai un petit screenshot qui ressemble à ça? Non, ça va pas être. Ça va pas être ça. Ah, là. Voilà. Vous voyez là où j'étais dans le menu, on a joindre ce matériel à un Azure Active Directory. Alors je vous montre. Ah ben voilà, parfait. Voilà. On va avoir un menu comme ça. Avec au lieu d'avoir le. J'ai refermé ma fenêtre à moi ou pas? Oui, j'ai refermé ma fenêtre. Au lieu d'avoir le logo que j'avais, que je vous remonte, paramètres. Voilà, au lieu d'avoir cette espèce de valise de mallette qui représente l'entreprise, le bureau, on va avoir ce petit logo Windows. Et donc les deux peuvent cohabiter, hein. On peut faire cohabiter les deux, faire de l'hybride avec Azure Join et Active Directory, en faisant attention évidemment de ne pas avoir des stratégies qui se marchent sur les pieds. Et donc voilà, et donc pour enrôler, donc soit on va pouvoir passer par ce modèle-là de récupérer le fameux hash, là, le numéro de série, et puis le renseigner dans Intune, soit on va pouvoir, depuis la plateforme, depuis le PC, pardon, aller, comme je vous l'ai montré là, dans paramètres pour manuellement ajouter la machine à Active Directory, à faire un Azure Join. Et puis une dernière solution, donc on va pouvoir, sur certains matériels, et c'est une partie de ce qui est proposé aussi sur les smartphones,
de dire je ne veux pas vraiment enrôler la machine parce que la machine elle ne m'appartient pas, c'est la machine de l'utilisateur, c'est du bring your own device, donc utilise ton propre matériel. Et donc, je vais simplement lui proposer une application qui s'appelle Portail d'entreprise. Et dans cette application, l'utilisateur va avoir accès aux différentes applications de l'entreprise. Mais je ne vais pas venir chiffrer ses données, je ne vais pas venir interagir sur son matériel, d'accord? Je vais juste lui présenter un portail d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment la version qu'on ne recommande pas. Déjà, en France, on a beaucoup moins l'habitude de faire du BIOT qu'aux États-Unis. Et puis, bah nous, on aime bien gérer le parc et la sécurité du parc, ça nous paraît plus important. C'est possible de le faire, mais voilà, on vous invite plutôt à faire l'autre scénario. Donc, soit depuis le poste utilisateur, je me joins à Azure Active Directory, soit depuis Azure Active Directory, je vais rajouter les hash des machines et puis elles vont s'enrôler dans Intune. Et donc c'est pareil pour la partie Android, hein. Le matériel, on considère qu'il est la propriété de l'entreprise. Et donc je vais dire, bah, ce matériel-là, j'ai le droit de vie ou de mort dessus en tant qu'administrateur. Ou ce matériel, il appartient à l'utilisateur et donc il aura simplement accès à un portail applicatif qui vont être ni plus ni moins que des raccourcis vers les applications du Play Store. Et c'est le même principe pour iOS. D'accord ? Donc ça, c'était pour la partie appareil. Au niveau du timing, Diana, je ne sais pas si tu as le timing parce que moi, je parle et je pense que le temps passe vite. On avait dit 10h30. Je vais accélérer un petit peu. Donc ici, on va avoir la partie application. Donc là, on va pouvoir déployer des applications. Donc, je vais faire très vite sur la partie Android, iOS. Ça se base sur les moteurs Play Store et Apple Store. Donc, en gros, ce que vous allez mettre là-dedans, c'est des liens vers les applications Play Store et Apple Store. Comme ça, je gagne un peu de temps, je passe très vite dessus. Sur la partie Windows, on va pouvoir déployer plusieurs types d'applications. Donc, quand on choisit le type d'application, donc on a toute une partie qui est les applications vraiment Microsoft, intégrées à Microsoft, donc Edge, M365, les applications du store Microsoft. Donc là, elles sont complètement intégrées, natives, ultra simples. Là, c'est clic, 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 et puis ça marche tout seul. C'est vraiment très, très travaillé. Et puis ensuite, on va voir les autres applications, donc soit des liens vers des sites Internet, soit ce qu'ils appellent application métier. Donc, en fait, c'est des fichiers .msi à la fin, des fichiers d'installation .msi. Donc là, qui vont être assez faciles à installer, à déployer et à mettre à jour, puisque c'est nativement inclus dans les versions de MSI. Soit on va voir ce qu'ils appellent des applications Windows 32. Donc, ça, c'est les applications qui n'ont pas de MSI, par exemple des .exe, avec installation, des installeurs exe, on va dire ancienne version. Donc, elles ne sont pas nativement utilisables. Il faut utiliser un petit outil qui est fourni gratuitement par Microsoft qui permet de les packager dans un format qui s'appelle Intune App. Si je fais ça, il doit me montrer l'extension ici. Voilà, Intune Win. Vous voyez le point Intune Win en bas à droite. Donc ça, on prend un exe, on le passe dans la petite moulinette, et puis on va pouvoir l'ajouter. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, l'ajouter comme application. Donc le plus courant, nous, qu'on utilise évidemment, c'est les applications. Alors quelques liens web, évidemment toutes les applications natives Microsoft, principalement M365, et puis des applications MSI après. Donc sur les applications MSI, enfin les applications natives, hein, MSI pour Microsoft, macOS c'est Intune Mac, et puis APK pour Android et iOS IPA. Sur les applications MSI, pardon, il y a une toute petite spécificité à laquelle il faut faire attention. C'est ce que Microsoft appelle le contexte d'environnement. Donc quand on choisit une MSI, je vais sur téléchargement, hop, il faut bien avoir un MSI qui traîne quelque part. Je ne sais même pas ce que c'est, mais hop, WSL. Voilà.
On va avoir donc, j'ai pris n'importe quoi, hein, peu importe. Donc là, c'est le nom de l'application, sa plateforme, la taille. Et puis là, il y a le contexte d'exécution. Le contexte d'exécution, c'est un élément assez important qui est souvent négligé par les développeurs parce qu'il y a peu d'endroits où c'est utilisé, mais sur Intune, il l'utilise. Et donc là, si vous avez un contexte d'exécution qui change d'une version à l'autre, donc si j'ai déployé la version 2 de mon application avec un contexte d'exécution par machine, et puis que je récupère la version 3 et qu'elle a un contexte d'exécution différent, Intune va considérer que c'est une autre application. Ce n'est pas considéré comme la même si elle n'a pas le même contexte. Donc, je ne vais pas pouvoir procéder à une mise à jour. Je vais devoir faire une première stratégie de désinstallation de mon application version 2, et ensuite une stratégie d'installation de mon application version 3. Je ne sais pas si c'est clair. Donc voilà. Et donc ensuite, on va pouvoir déployer ces applications-là. Donc là, j'en ai quelques-unes. Voilà, j'ai déployé Acrobat Reader, Inkscape, WSL. Et donc pareil, je vais décider à quel environnement je souhaite le déployer. Et puis donc là, il va me dire voilà, qu'il a réussi à déployer sur 2 machines pour 2 utilisateurs. Et là, je vais pouvoir, pour chaque application, vérifier sur quelle machine ça a été déployé, vérifier la version, et puis la dernière modification qui a été faite sur la machine. Donc ça c'est ce qui va me permettre de surveiller notamment la partie montée de version. Ok. J'accélère un petit peu parce que le timing tourne. On a la partie sécurité. Donc là, on va dire que c'est des stratégies. Je vous disais tout à l'heure, Microsoft, vraiment, l'objectif avec Intune, c'est de pré-mâcher les choses, d'industrialiser les stratégies pour éviter les plats de spaghettis. Donc là, on a un certain nombre de stratégies pré-mâchées qui concernent l'antivirus. Alors, c'est que celui de Microsoft, hein, c'est Microsoft Defender for Endpoint. Le chiffrement de disque, donc ça s'appuie sur la couche BitLocker. La partie pare-feu, c'est pareil, c'est le pare-feu de Windows, hein, Windows pare-feu, etc., etc. Les accès conditionnels et tout. Et donc, si on va dessus, hein, c'est ni plus ni moins que des stratégies, mais pré-mâchées. Donc, je vais créer une stratégie pour Windows. Hop. Et dedans, je vais lui mettre un nom de stratégie. Je suis pas très original. Et il va me demander, donc là c'est une stratégie de sécurité de chiffrement, BitLocker, hein, donc il va me proposer un certain nombre de choses par rapport à BitLocker. Est-ce que je veux chiffrer, est-ce que je veux pas chiffrer, dans quel cas, etc. Des choses comme ça. Les périphériques amovibles ou pas, etc. Hein. Donc ça c'est toute la partie sécurité du point de terminaison. Donc ce sont des stratégies pré-mâchées. Donc là c'est pareil, vous pouvez vous rapprocher de nous et on peut vous aiguiller sur celles qu'on a l'habitude de déployer et puis celles qui nous paraissent les plus pertinentes. On a la partie rapport qui a le mérite d'exister. C'est alors j'avais dû en faire. Est-ce que je les ai toujours? Ça va prendre quelques instants. On va laisser tourner un petit peu. Voilà. Bon, là, clairement, si c'est pour le pilotage quotidien, on passe systématiquement par le tableau de bord. Ça a vraiment d'intérêt que si vous avez du report à faire, par exemple un comité de direction ou des choses comme ça, ou ça peut être pour. Alors, j'ai pas le cas concret, mais j'ai entendu dire que certaines assurances, par exemple, commençaient à demander des rapports de ce type. Enfin, vous pouvez en tout cas ajouter des rapports de ce type dans les demandes de certaines assurances cyber pour dire que vous voyez que j'ai un parc qui est géré, il est en conformité, etc., etc. Des choses comme ça. Enfin, à vous de savoir dans quel cas vous avez besoin de rapports, mais sachez qu'il y a ce menu qui permet d'en générer avec pas mal de petites choses différentes. La partie utilisateur et groupe, je passe très vite dessus puisqu'en fait, ce n'est ni plus ni moins que les utilisateurs de votre Active Directory. Donc, pour tous ceux qui ont l'habitude d'utiliser Office 365, Microsoft 365, ce sont les mêmes données. Sinon, si j'en ajoute un là, je verrai de l'autre côté et inversement. Hein, c'est deux portails qui accèdent à la même base de données. Et pareil pour les groupes. L'administration de locataires, ça, c'est des partenariats que Microsoft essaie de
de nouer. Alors, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns. Je crois que je dois avoir un TeamViewer qui doit traîner par là. Connecteur TeamViewer, voilà. Donc, avec certains produits tiers, des certificats DigiCert, des choses comme ça, on peut avoir des choses natives pour utiliser depuis. Bon, clairement, nous, on n'a pas eu de cas où on a des clients qui nous ont demandé d'en activer, donc on n'a jamais activé. On l'a fait que en test avec TeamViewer, mais ça ne présentait pas de gros intérêt. Et puis la partie dépannage support, je ne vais pas vous dire qu'elle est mal faite parce que c'est pas vrai, elle est plutôt pas mal. Mais bon, ça reste voilà, des choses assez basiques. On a un utilisateur qui nous sollicite parce qu'il rencontre des difficultés. Bah, on commence par aller chercher ici. On vérifie s'il y a quelque chose de flagrant qui ressort. Si c'est pas flagrant, si c'est flagrant, bah, par exemple une stratégie s'est pas appliquée, des choses comme ça, on peut forcer pour essayer de la réappliquer ou essayer de regarder pourquoi ça s'est pas appliqué. Si ça sort pas flagrant, on va pas plus loin avec cet outil-là. On a d'autres outils et puis on passe par d'autres plateformes. Mais bon, on va dire que ça peut dépanner 10 à 15% des soucis parce que tout de suite, ça saute aux yeux de voir un problème qui est pas renseigné. Donc voilà pour ma petite démo. J'ai un peu accéléré sur la fin, mais voilà, l'idée c'est vraiment de vous montrer, on peut gérer les appareils, on peut pousser des stratégies sur les appareils. Les stratégies de sécurité, c'est encore plus facile. On peut pousser des applications avec des mises à jour. Donc voilà vraiment la philosophie du produit, c'est ça. C'est vraiment gérer la sécurité de votre parc. Je reprends le fil de ma... J'ai presque fini, Patrice. Je reprends le fil de ma démonstration pour finaliser. Donc, concernant donc ce produit, il est intégré dans l'offre Microsoft 365 Business Premium, donc qui pour l'instant est à 16,90 par mois. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'information, mais Microsoft va augmenter ses tarifs au 1er avril là. Donc nous on lance aussi des campagnes là, puisqu'on a réussi à avoir avec Microsoft pour réussir à bloquer des tarifs pendant un an pour un peu différer les hausses de tarifs. Mais bon, les équipes commerciales reviendront vers vous avec ces explications, je ne rentre pas dedans. Et donc, dans l'offre Microsoft 365 Business Premium, on a accès nativement à tout ce que je vous ai montré là, toute la partie Intune, etc. Donc, Microsoft 365 Business Premium, moi, c'est vraiment la suite que je préconise à toutes les PME. Donc, c'est jusqu'à 300 utilisateurs. Donc, si vous avez moins de 300 utilisateurs, il ne faut vraiment pas hésiter parce que dedans, bah, vous avez toutes les suites bureautiques, messagerie, Word, Excel, PowerPoint et toute la partie sécurité, donc avec Intune qu'on vient de voir, avec les Defender, avec le chiffrement des données MIP, avec le MFA, on va dire version plus, l'accès conditionnel, etc. Donc vraiment, je vous invite à consommer ce pack-là de préférence. Il est vraiment, rapport qualité-prix, je le trouve très bien positionné. Sinon, on a la partie EMS, donc Enterprise Mobility and Security. Donc, on peut acheter séparément ces couches de sécurité. Mais là, bah, vous faites vos calculs, mais ça revient très vite plus cher que de prendre les packs intégrés. Donc, nous, clairement, on pousse énormément de M365 Business Premium et très peu de EMS. Les valeurs ajoutées du produit, il me reste 3 minutes, donc je vais passer assez vite dessus. Donc voilà, c'est un produit qui est relativement ergonomique. Bon, on a vu mieux, on a vu pire. Bah, nous, c'est vrai que, enfin moi, ça fait 3 ans maintenant que je l'utilise, donc on va dire que j'ai à peu près l'habitude. Donc c'est toujours, quand on a l'habitude, ça paraît toujours simple. Au début, on est peut-être un peu perdu, mais bon, voilà. L'avantage, c'est qu'on a une plateforme qui gère et la conformité et les déploiements d'applications, tout dans la même console, donc c'est quand même pas mal. Et puis voilà, on a un produit qui est assez sympa à utiliser, surtout qui est qualitatif, quoi. On propose un pack starter Intune. Donc, les pack starters chez Dynamics, c'est des offres packagées qu'on a industrialisées, entre guillemets. Donc, on a des matrices à vous proposer. Et voilà, on fait un diagnostic avec vous de votre parc. On voit avec vous qu'est-ce qu'on active comme couche de sécurité. Si vous avez des équipes techniques, ben, on les forme sur l'usage pour qu'ils prennent leur autonomie.
Et si vous n'en avez pas, on le fait pour vous avec nos conseils. Et puis j'en terminerai avec la partie pourquoi nous choisir, nous, Dynamips. Donc, Dynamips, c'est une société qui va fêter ses 30 ans cette année. Donc, c'est quand même, voilà, on a un petit peu d'historique. On est donc certifié Gold chez Microsoft. Je vous le disais, on est un très très gros partenaire. On est aujourd'hui le premier distributeur régional sur les suites bureautiques et de sécurité chez Microsoft. Donc on est un acteur très présent, très connu, très, très bien identifié chez Microsoft. On a des échanges hebdomadaires avec les équipes. D'ailleurs, ils viennent, on a 2 consultants avant-vente Microsoft qui viennent jeudi là chez nous dans nos locaux pour former une quinzaine de collaborateurs sur les nouvelles versions. Donc ça, c'est des choses qu'on fait de manière trimestrielle. Et puis, j'avais demandé à Fabien de rajouter, je vois qu'il a rajouté notre label Expert Cyber, parce que j'étais à l'initiative de cette démarche. Donc, on est certifié par l'initiative du gouvernement cybermalveillance.gouv.fr comme expert sur la cybersécurité. Donc, voilà, c'est pas rien en ces temps d'avancer là-dessus. Donc moi j'en ai terminé pour ma présentation. Je vois que Patrice est revenu, donc je ne sais pas si tu as un petit mot à ajouter, Patrice. Et puis je ne sais pas s'il y a des questions, parce que on arrive à la fin de la démonstration et je n'ai pas gardé 5 minutes pour les questions. S'il y a des questions, moi je n'ai pas de contraintes, donc je peux y répondre avec grand plaisir. Je suis d'accord avec toi, Nicolas. S'il y en a qui veulent poser quelques questions maintenant, il y aura toujours possibilité de nous consulter plus tard ou nous renvoyer des petites questions par mail. Mais enfin, si Nicolas a quelques minutes encore pour y répondre, allez-y, en complément de cette belle présentation. Merci, Nicolas. Avec plaisir. C'est toujours le premier qui se lance, qui gagne un goodies, Diana. On n'a pas de chocolat, on n'a pas de café, on n'a rien à partager. C'est très frustrant. Ah oui, tout à fait, tout à fait. À la fin de ce Covid. Je vois des questions qui arrivent. On va patienter quelques petites secondes. Le temps de... Donc, en attendant que les questions viennent, l'enregistrement sera mis à disposition dès la fin, là, je pense, donc d'ici la fin de matinée. L'enregistrement de cette réunion sera accessible et vous pourrez revisionner ou partager cette intervention cette présentation de Nicolas. Non, pas de questions qui viennent. Si, c'est... Hop, c'est en train... Diana est en train de proposer un goodies pour la question. Elle est merveilleuse. Diana, donc, qui fait partie de l'équipe marketing, vous avez dû recevoir les mails et les invitations de sa part, je pense. Tout à fait. Je la remercie au passage, parce que c'est vrai qu'avec tous ces bouleversements de règles sanitaires dans les 10 derniers jours, ça a demandé quand même beaucoup d'échanges, beaucoup de manipulations, beaucoup d'annulations, de transferts et autres. Et voilà, Diana a été très réactive et merci encore à elle. Alors, Dimitri, je vous en prie, vous pouvez activer votre micro. Ouais, bonjour à tous. Moi, je me posais une question sur nous, en tout cas pour nous et pour notre entreprise. Ça serait comment intégrer en fait nous la solution Intune pour notre société, tout en sachant qu'on n'a pas en fait la solution Azure présente déjà dans notre infrastructure. Vous n'avez pas du tout de Office 365 ou Microsoft 365 ? Non. D'accord, ok. C'est un prérequis. C'est un prérequis au moment où la version la plus light que vous pouvez prendre, donc c'est la version EMS, Enterprise Mobility and Security, donc qui ne gère que les couches de sécurité. Il n'y a pas du tout la partie productivité, Word, Excel et tout ça. Il n'y a pas du tout ça dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc avec EMS, vous avez que des couches de sécurité, que des outils de sécurité. Et donc à partir du moment où vous souscrivez à EMS, vous allez avoir accès à un portail, vous allez avoir un compte administrateur Active Directory, Azure Active Directory, vous allez avoir accès à un portail Azure Active Directory, vous allez pouvoir enrôler vos machines, déployer
tout ce qu'on a vu là, ce sera nativement dès la souscription de la première licence. En fait, ça active le portail pour la société. D'accord. Ok. Il n'y a aucune contrainte à ne pas avoir de Microsoft 365. C'est tout à fait possible. C'est plus rare, mais c'est tout à fait possible. C'est plus rare, ouais. Ok. Bon, merci. Si j'ai d'autres questions, je vous la poserai, pas de souci. Avec grand plaisir. Merci. Donc, Diana, tu penseras envoyer un goodies à Monsieur Bouvet. Hein. Bah, écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Ok. Sinon, si parmi vous, certains auraient souhaité ou pour une question d'organisation n'ont pas pu assister à l'autre atelier qui était sur le collaboratif, hein, il y a toujours possibilité d'envoyer un petit mail à Diana et qui fera suivre aussi la vidéo, l'enregistrement de l'autre atelier, parce que comme ça, vous aurez façon de visionner également ce qui a été dit sur l'atelier collaboratif, quoi. Voilà. Très bien, ben, merci à tous, merci Patrice, et puis ben, j'espère à bientôt. J'espère qu'on pourra aller visiter ce célèbre centre à Laval Laval virtuelle. dont on a vanté la Voilà. visite. Donc voilà, j'espère à très bientôt, et puis bonne fin de journée à tout le monde. Oui, merci Nicolas, merci à tous et à bientôt. J'espère en présentiel la prochaine fois. Voilà, bonne journée à vous. Merci beaucoup.